Ça, c'est un peu prétentieux de ma part de faire des révélations. Merci, Monsieur Bouffou, pour l'intérêt que vous portez à ma petite personne. On m'appelle Jacques Hidro Quinto. Je suis donc économiste. Je suis actuellement directeur du Centre d'éducation à distance du Bénin et donc je suis au cœur de l'enseignement. Parler de la conférence des forces vives de la nation, la conférence nationale, c'est vraiment remonter dans une histoire qui a marqué notre peuple, qui a marqué l'Afrique, qui a marqué le monde entier. Vous avez bien trouvé en parlant d'acteurs silencieux. Oui, ça c'est réel. Il y a eu des acteurs silencieux puisque nous étions plus de 400 dans la salle, nous étions nombreux et il y a eu des interventions des uns, des autres. Il y a eu des gens qui, après la conférence, ont trouvé des opportunités. Il y en a qui ont eu des opportunités qui ont refusé, mais d'autres qui n'ont jamais eu d'opportunité et donc sont restés toujours dans le silence. Mais je voudrais avoir une pensée spéciale pour nous, Seigneur Isidore de Souza, dont nous fêtons en cette période le 25e anniversaire du départ. Parce que c'est l'acteur principal, en dehors du chef de l'État, Mathieu Kérékou, le général, paix à son âme. Monseigneur Isidore de Souza a joué un rôle déterminant. Et pour nous, nous constituons une partie des personnes qui l'ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui avant, pendant et après la conférence nationale des forces vives de la nation. Pour la petite histoire, j'ai fait partie des jeunes catholiques qui ont préparé activement la conférence des forces vives de la nation. Il y avait notre grand aîné, M. Paraïso. Il y avait notre grand frère aussi, Adjaho Richard. Il y avait Agnès Adjaho. Il y avait beaucoup de personnalités en ce moment avec qui nous avons collaboré. Il y a Alain Adio qui est encore un actif de la politique actuelle. Nous étions avec tout cela dans le feu de l'action pour préparer quelles sont les préoccupations que nous, chrétiens catholiques, nous allions défendre. Je me rappelle très bien, nous travaillions très tard au centre Paul VI de Cotonou. Nous étions très écoutés et régulièrement nous faisions le point à Monseigneur Sastre, à Monseigneur de Souza. Et il était question pour la représentation du clergé béninois que Monseigneur Sastre devait représenter, mais à la dernière minute, le Seigneur a mis la main sur Monseigneur Isidore de Souza qui a conduit la délégation du clergé béninois. Et c'était un bonheur pour nous parce que c'est quelqu'un dont le charisme, la tempérance, la qualité personnelle ont empreint toute la conférence nationale. Paix à son âme et je salue sa mère. Je pourrais dire beaucoup de choses sur mes relations personnelles avec Monseigneur Isidore de Souza,
Mais comme vous avez posé une question sur les acteurs silencieux de la conférence nationale, je voudrais continuer sur cette lancée et peut-être si l'occasion se présente, je reviendrai sur qu'est-ce que j'ai fait avec lui et qu'est-ce qu'il a fait de moi. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je ne peux jamais nier l'impact, la présence de Monseigneur Isidore de Souza de ma vie professionnelle, de ma vie privée. Je parlais donc de la conférence nationale. Moi, je représentais les jeunes chrétiens catholiques parce que, étant responsable du mouvement Feu Nouveau, j'étais donc l'une des personnes identifiées dans le comité d'organisation de réflexion sur cette conférence nationale. Et donc, je t'ai porté pour représenter avec d'autres Guy de Sureau. Il y a beaucoup de personnes qui devaient participer à ces réflexions et qui ont participé activement pour aller représenter les chrétiens catholiques à la conférence nationale. J'ai été retenu. Bon, mais à la dernière minute, j'ai eu d'autres opportunités. J'ai cédé ma place à un autre frère qui a été à la conférence nationale sous la casquette de chrétien catholique. Je ne vais pas donner des noms parce que ces personnes-là vivent encore et ces personnes savent bien de quoi je parle et se reconnaîtront. Donc, je l'ai fait de bon cœur. Mais lorsque j'ai donné cette opportunité à un frère chrétien, le Seigneur m'a repêché. Le Seigneur n'a pas voulu que je sois absent à cette conférence nationale. C'est bizarre. Les desseins de Dieu sont insondables. Presque à quelques jours de cette conférence nationale, tous les ministères devaient désigner 2 cadres pour représenter l'intelligentsia, donc les cadres au niveau de la conférence nationale. J'officiais en tant que jeune cadre au ministère de l'Industrie et de l'Économie. J'étais donc dans mon bureau tranquillement quand on a décidé d'élire les 2 personnes qui vont représenter le ministère de l'Industrie et de l'Économie en ce moment. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Quand dans les couloirs du ministère, les gens ont dit, mais il faut que Jacques nous représente, il faut qu'on trouve de bonnes personnes pour défendre nos intérêts, il faut que Ejro Quintor nous représente. Et on s'est retrouvés dans la salle de conférence. Vous savez, dans ces genres de désignation, on pouvait le faire par consensus, mais les enjeux étaient si forts que les gens ont dit il faut passer à l'élection. Il y avait plusieurs DG, puisque nous sommes au ministère de l'Industrie. Il y avait le DG de la Sonicog, le DG de la Sobebra, il y avait le DG de plusieurs Onigolo, etc., qui étaient tous intéressés. Dans les années 90, je n'ai pas voulu donner les noms de ces DG, mais ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'industrie béninoise savent bien qu'il y avait un Denis, il y avait un Zoul, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient DG dans ces sociétés et qui se sont portés subitement candidats pour aller représenter notre ministère
au, à la conférence nationale. Subitement dans la salle, mes collègues ont, ont posé ma candidature. J'ai refusé, ils ont dit non, tu ne peux pas refuser. Tu travailles avec les prêtres. Nous savons que tu as beaucoup travaillé de l'autre côté. Tu vas nous représenter. Il y a eu un vote. Il y a eu un vote. Et j'étais sorti au premier tour à main levée, vraiment euh, plébiscité. Parce que les jeunes cadres ont dit non, c'est Ichiro Quinto qui va les représenter. Je les salue et je salue la mémoire de ceux qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. J'ai une pensée particulière pour certains directeurs de l'industrie dans le temps qui ne sont plus aujourd'hui des nôtres et de tous nos collègues qui sont partis. Donc, j'ai été plébiscité avec un autre représentant parmi les personnes adultes, âgées, et donc j'ai été représenté le ministère. Jeune cadre, je venais à peine de faire 6 ans dans l'administration. Je venais à peine de faire 6 ans, mais les collègues ont voulu que ce soit moi qui représente. Je vous fais rire pour la petite histoire. Je n'avais que ma moto ou ma mobilette dans le temps. Et monsieur le directeur adjoint des études et de la planification, monsieur Locoso Cyprien, je cite son nom parce qu'il m'a marqué, il m'a dit, Jacques, est-ce que tu as un véhicule? On va mettre un véhicule à ta disposition pour que ton déplacement soit bien fait parce que tu nous représentes. C'est la première fois que je bénéficiais d'un véhicule avec chauffeur pour toute la période de la conférence nationale. Et comme j'avais déjà un permis, je lui ai demandé 2 jours après, au lieu que je sois conduit par un chauffeur, je préfère conduire moi-même le véhicule. Et on m'a mis à disposition une Renault 12. Je me rappelle très bien. Donc, voilà un peu comment j'ai été retenu pour participer à la conférence nationale des forces vives de la nation. Maintenant, quelle a été notre contribution, notre participation? Je voudrais dire que jeune cadre, j'étais, euh, j'avais créé une association, APCM, Association pour la protection du consommateur et de son environnement au Bénin, que j'ai créée en 89. Et cette association travaillait avec le professeur Théo Israël. Donc, il me connaissait bien et il savait ma capacité rédactionnelle. Donc, quand j'ai été désigné, il a voulu que je sois dans son cercle restreint. Nous avons travaillé pour préparer un peu de son côté les différentes observations, les recommandations de la société civile, etc. Voilà que à la conférence nationale, c'était le sommet de la politique. Pour le, pour le présidium de la conférence nationale, j'ai été proposé parmi les membres du présidium. Les archives pourront témoigner, les documents sonores pourraient vous montrer l'intérêt, l'importance. Effectivement, quand j'ai été proposé comme membre du présidium,
j'étais pas surpris parce que beaucoup de jeunes cadres me connaissaient, beaucoup de personnes me sollicitaient euh, mon appui pour certaines rédactions, pour certaines réflexions. Mais quand j'ai été proposé, on faisait encore, bon, volontaire, proposé, volontaire, candidat. La salle a applaudi. Les jeunes surtout ont applaudi par rapport à ma position dans le présidium. Mais subtilement, un aîné à moi a été mis en ballottage. Je voudrais parler de mon père, Valérie, qui m'a fait, qui m'a appelé, me dit, bon, écoute, euh, avec Richard Diaco, me dit, Jacques, laisse la place à ton grand frère. Cède ta place, désiste en sa faveur. Moi, respectueux du droit d'aînesse, j'ai levé la main. Tous les jeunes pensaient que j'allais dire oui, je maintiens ma candidature puisque j'ai été proposé. Mais j'ai dit, mon grand frère est là et je voudrais que ce soit lui qui prenne la place. J'ai entendu des murmures, mais je n'ai pas regretté parce que avec cet aîné, l'ambassadeur Valérie Monroy, nous avions beaucoup travaillé en tant que catholique et en tant que cadre. Parfois, il venait dans ma maison avec l'ancien ministre Richard Diapo et on travaillait, on allait dans nos maisons ou dans nos services pour travailler ensemble. Donc, je n'ai pas regretté, sinon je serais peut-être le plus jeune membre du présidium et bon, peut-être que je serais moins dans le silence. Voilà un peu la composition et les opportunités que j'avais. Pendant toute la conférence, il faut dire que nous contribuons aux réflexions, aux discussions dans les commissions techniques de la conférence nationale parce que après, on se retrouvait tous les soirs pour rédiger les documents sur l'aspect juridique, sur l'aspect économique, sur tous les secteurs d'activité. J'ai eu encore à ce niveau le bonheur et le plaisir vraiment d'aller travailler tous les soirs dans les bureaux de la SONAR dans le temps, dans le bureau de M. Coty-Lambert, où il y avait l'ancien ministre Ildefonse Lemon. Il y avait beaucoup d'autres personnalités qui étaient dans cette commission. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour sortir les documents. Donc, quelque part, tous ces documents que nous avions réalisés ont porté mon nom, ma griffe, ma réflexion, ma pensée, pour ne pas dire ma plume aussi. Discret, j'étais là au service de la nation en apportant ma modeste contribution. Les intrigues que nous avons vécues à la conférence nationale, je vous avoue que c'était pas
facile. La première chose, c'est que c'était les grands responsables de notre pays, les chefs de partis politiques, se retrouvaient dans la villa pour tous les soirs discuter, échanger. J'étais associé à certaines de ces réflexions et j'ai participé aux côtés du président Aroumadébé, aux côtés du président Manga, aux côtés de Badamassi. Ce n'est pas le jeune Badamassi de Parakou, bien sûr. Moucharaf de Porte-Novo, c'est des gens avec qui j'ai collaboré et nous avons travaillé ensemble. Voilà un peu l'ambiance dans laquelle nous avons travaillé, sans oublier que lorsque l'Église catholique devait identifier une personnalité pour ceux qui on pouvait compter, c'est nous qui avions proposé le Monsieur ici, Nicéphore, Dieu donné ce nom. C'est notre équipe de catholiques qui l'avait déjà coopté en disant, étant de la Banque mondiale, il a des prédispositions, soit pour prendre la primature, soit pour prendre la présidence de la République. Nous avons donc, pendant la conférence nationale, œuvré pour que ce choix puisse passer. Nous avons fait tout ce qu'il faut. Et je me rappelle, lorsqu'il a été proposé, j'étais avec le ministre Richard Diapo, qui a dit, bon, on a proposé, on est en train de gagner, j'espère que Gozine va accepter. Parce que quand on a demandé au président Nicéphore, qui était expert de la Banque mondiale, il a dit, bon, je vais demander à mon épouse. Et sans briser les secrets des choses, le ministre Richard Diapo était très choqué. Il a dit, comment pour tuer assez de mais quand il quoi. Donc, nous avons rigolé. Et bon, nous avons eu le bonheur qu'il nous donne sa position, sa décision, avant de l'annoncer au grand public. Donc, c'est vraiment heureux pour moi de voir que tout ça, ça a apporté. Mais je reviens à votre préoccupation des acteurs silencieux. Ça me rappelle les sciences oubliées de Wallace, ce grand penseur du XVIIIe siècle qui a écrit beaucoup de choses sur la réussite des entreprises, sur le développement. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs silencieux. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont restés sans aucune opportunité qui ne leur soit présente. Je dois avouer que, bon, quand on parle d'acteurs silencieux, il y a ceux qui sont morts, bien sûr, après la conférence. Parce que lorsqu'on était en train de faire la conférence, la peur, la trouille créée par le oui ou le non que le général devait donner faisait trembler tout le monde. J'avais un grand frère à moi qui était parmi la garde rapprochée du chef de l'État et qui, à chaque minute, me disait, Jacques, sur mes mouvements, dès que je te dis sors, tu sors et je te cache, je te mets à l'abri. Parce que ce que j'entends là-bas, ce que nous entendons, ça peut carburer à tout moment. Donc, il y avait cette peur dans nos viscères. Mais il y a aussi cette expression que
le président Arouma Dembé a dit. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Parlant du pushman béninois qui, quand il ne rate jamais ses push qu'on était, quand il a commencé par crier lors de la conférence. Il faut l'écouter. Vous avez entendu? Moi, je ne veux pas. Donc, chacun était venu dans l'intention de renverser une situation et d'autres étaient là pour maintenir les avantages qu'on avait. Je dis aujourd'hui, c'est heureux parce que avec l'ancien ministre Mison de l'Intérieur et de l'Orientation nationale, Asomeko, nous étions retrouvés devant les micros de fond pour une émission au cours de la conférence nationale. Et le journaliste Itiboto a dit, ah bon, ton peuple, mi durant côtoie ici, ma poule ici, a dit, jamais il n'a rien. Et j'ai dit, spontanément, mais la houille, toi, vous mi kabo mi, son te combo, son jour tu dois, mais la houille. Jusqu'à maintenant, quand on se rencontre, et on se dit, Minahoui. Et lui aussi, il dit, Minahoui Beria. Donc, c'est des moments très, très intéressants de la vie de quelques. Mais je suis sûr que beaucoup de personnes qui ont contribué à la conférence nationale n'ont pas encore eu le privilège d'être associés comme cela se doit. Il y a eu même des décorations qui ont été faites, mais tout le monde n'a pas été associé. Merci, cher ami journaliste, pour l'intérêt, parce que nous allons laisser ces choses-là pour la postérité, parce que c'est important que les générations futures connaissent les quelques dessous de cette conférence nationale. C'est important que les listes des personnes qui ont participé soient publiées, diffusées, parce qu'à un moment, c'est des gens qui ont pris des risques. C'est des gens qui ont été presque sur le feu, sur la braise. Et quand on dit le chef de l'État, le président, a fait deux discours. Il a le discours du oui à gauche, le discours du non à droite. C'était des choses réelles. Parce que il s'est fait entourer de personnes qui sont pour qu'il dise oui à la conférence nationale. Il y a des personnes qui sont contre, qui lui ont conduit aussi leur test. Mais Dieu merci, il a mis la main sur la bonne poche, sur le bon discours, et notre pays s'en est sorti honorablement. Ça veut dire que tous ceux qui ont participé à cette conférence nationale ont été comme sur le dos de l'éléphant qui a secoué le pont, même si le petit chien, le petit singe, comme parabole, le petit singe qui est sur le dos de l'éléphant, lorsqu'il descend et que tout le monde applaudit l'éléphant, le petit singe aussi doit s'enorgueillir et dire oui, moi aussi, j'ai secoué le pont. Nous avons tous œuvré pour que la démocratie aujourd'hui s'installe au Bénin. Je ne pense pas que c'est le moment de dire on ne nous a pas associés. J'ai eu l'opportunité d'être appelé à des postes de responsabilité que j'ai déclinés, ça je l'avoue personnellement. J'ai eu des opportunités, mais je
dit, j'ai été dans le rôle que je pense que le Seigneur m'a demandé de jouer, c'est-à-dire un acteur silencieux, efficace, qui a contribué. Et jusqu'aujourd'hui, je continue d'être un de ces acteurs. Mais cela ne veut pas dire que nous resterons toujours dans le silence et que nous allons nous murer dans ce silence pour les jours qui, qui restent. Nous sommes donc dans la dynamique de dire ce que nous pourrons faire pour notre pays. Nous sommes dans la dynamique de penser que on peut faire dans le consensus de la conférence nationale qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revisiter, relire pour pouvoir rester dans l'esprit, pour pouvoir rester dans le, la chaleur de cette conférence nationale qui a été salutaire pour notre pays. Pour notre pays. Je voudrais dire qu'actuellement, bon, après la conférence nationale, j'ai eu l'opportunité d'être directeur du centre d'éducation à distance du Bénin, non pas à cause de la conférence nationale. J'ai passé un test à la Banque mondiale, j'ai eu des entretiens, on m'a sélectionné, je suis resté. J'ai eu l'opportunité d'aller faire un temps en France comme représentant du Bénin à l'UNITI, j'ai fait mes preuves et de là-bas, j'ai travaillé pour l'Université virtuelle africaine, dont j'ai été pendant une dizaine d'années le recteur, le manager pour notre pays. Ce sont des opportunités que j'ai eues de par mon positionnement. Je n'ai pas été un acteur politique politicien. Je n'ai pas adhéré à un parti politique en son temps parce que pour moi, j'ai été traumatisé par notre aîné. Nous avons fait une réunion pour la petite histoire à Porte-Novo, au pèlerin. J'ai fait un rapport de cette réunion que j'ai présenté à la plénière. Tout le monde a applaudi le rapport. Et puis, 2 ou 3 jours après, dans la semaine qui a suivi, notre aîné, Albert Ivoire, au cours d'une émission à la télé, a dit publiquement qu'il a trouvé le meilleur cadre béninois et que c'est Edmond Quintojacques. Alors je me suis senti vraiment blessé. J'ai fait un travail, mon humilité ne me permettait pas de me mettre en exergue. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, papa, mais vous m'avez livré. Il dit, non, tu as été brillant, les gens n'ont pas changé une virgule de ton rapport, tu es vraiment... Moi, ce que j'ai dit, c'est ce que je pense. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je reste à l'écart des hommes politiques avérés. Nous avons gardé de très bonnes relations d'amitié, mais je me suis dit, je n'ai pas le cœur à écouter ce genre de choses. Et ça m'a touché, ça m'a touché vraiment. J'ai dit, non, j'ai fait quelque chose, je ne voulais pas être sur la scène publique de cette façon-là. La preuve, c'est que quand il a parlé, mon ministre m'a interpellé dans son bureau pour dire, mais tu es avec Souglo ou tu es avec nous et tu es avec Tivoiseret et qu'est-ce que tu es allé faire à Porte-Novo? Qu'est-ce que tu es allé faire? Il a parlé de toi. Et quand j'ai expliqué au ministre de l'Industrie, d'alors, il s'est mis à rire, à dire, Jacques,
tu ne connais pas encore les politiciens, il faut faire très attention. J'ai compris que, bon, ça, ce n'est pas qu'il a dit quelque chose de mauvais par rapport à moi, mais ça m'a... Il a montré qu'il a apprécié quelque chose de moi, qu'il a aimé, et bon, il l'a dit de façon honnête, mais ça a été mal pris par d'autres positions politiques qui ont trouvé que bon, c'est dangereux de travailler avec des hommes politiques. Et j'en ai tiré les leçons, je suis resté dans mes bureaux. Jusqu'à maintenant, je fais des lectures, je donne des conférences, je suis dans plusieurs activités. J'ai créé des activités pour m'occuper, dont l'Institut universitaire des métiers d'avenir que je gère, par bonheur d'ailleurs, et je pense que je fais de cet institut un fleuron de l'intelligentsia, de la mise à disposition de la jeunesse du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et du savoir diffuser. Nous devons faire savoir ce que nous faisons. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir faire connaître ce que nous faisons. Et c'est les 4 pieds sur lesquels l'Institut universitaire des métiers d'avenir est assis aujourd'hui. Et nous essayons de former les jeunes dans tous les secteurs d'activité pour leur donner le plus nécessaire pour être toujours au top. La dernière chose en date que nous avons créée, et ça c'est un peu notre hobby pour les personnes du troisième âge, c'est l'association Université du troisième âge. Nous avons vraiment un bonheur, un plaisir à partager notre lumière, notre bonheur. Et nous avons pensé avec d'autres personnalités, d'autres personnes qui nous sont proches, nous avons créé l'Université du troisième âge qui regroupe les personnes qui sont à la retraite depuis 20 ans, 18 ans, 30 ans, 40 ans et qui veulent se donner une nouvelle opportunité de se mouvoir. Notre adage, c'est vivre debout. Vivre debout, c'est-à-dire ne pas se laisser à la vieillesse, continuer la réflexion. Et on dit, si vous cessez d'étudier, si vous cessez d'apprendre, vous cessez de croître, vous cessez de vivre. Nous voulons que les personnes du troisième âge ne cessent pas d'apprendre, ne cessent pas de vivre. Ce ne sont pas des reliques de notre société, ce sont des personnes ressources. Ce ne sont pas des personnes, des poids pour notre société, mais ce sont des investissements enfouis, des années. Il y en a qui ont fait 40 ans de service, il y en a qui ont fait 50 ans de travail, il y en a qui sont à 80 ans et qui continuent d'être utiles. Et nous devons continuer à bénéficier de leur savoir, de leur savoir-faire, de leur savoir-être et de leur faire savoir. Merci.